Une mère désespérée entre dans une boulangerie avec sa fille dans les bras, poussée par la faim et la peur. Publiquement humiliée pour avoir demandé un morceau de gâteau pour l'anniversaire de l'enfant, elle est traitée avec mépris. Mais parmi les clients, un homme silencieux choisit de ne pas ignorer la douleur qu'il a vue. Ce geste discret marque le début d'un parcours qui changera à jamais 3 vies et tout un système. Avant de commencer cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce bleu sur la vidéo, ce qui est très important pour nous, et dites-nous depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. L'agitation de l'avenue Gambetta était intense en cet après-midi de septembre. Les voitures klaxonnaient avec impatience dans les embouteillages, les vendeurs à la sauvette criaient leurs offres, et la foule marchait à la hâte sur les trottoirs défoncés du quartier de Belleville, dans l'est de Paris. Entre les immeubles résidentiels de classe moyenne et les petits commerces, la boulangerie dorée se distinguait par son activité constante, ses vitrines remplies de pain chaud et de pâtisseries colorées qui faisaient la joie du voisinage. Mais c'est précisément là, en ce lieu où tant de familles trouvaient leur pain quotidien, qu'une scène allait toucher à jamais le cœur de ceux qui en seraient témoins. Une femme d'une trentaine d'années, les cheveux bruns en désordre attachés en une queue de cheval négligée, apparut à la porte de la boulangerie, tenant fermement la main d'une fillette qui lui arrivait à peine à la taille. La robe bleue de la femme, qui avait peut-être été jolie un jour, portait désormais les marques du temps et du besoin, des taches indéfinissables, des déchirures mal recousues, et cette odeur de quelqu'un qui n'a pas eu où se laver depuis des jours. La fillette, qui semblait avoir 5 ou 6 ans, s'agrippait au tissu usé de la robe de sa mère. Ses petits yeux marrons trop grands pour son visage maigre observaient tout autour d'elle avec un mélange de curiosité et de timidité. Ses cheveux blonds étaient emmêlés, et ses pieds nus foulaient avec précaution le sol froid de la boulangerie. Elle ne lâchait pas sa mère une seule seconde, comme si elle sentait que c'était le seul endroit sûr au monde. Martine, c'était le nom de la femme, prit une profonde inspiration avant de s'approcher du comptoir. Ses mains tremblaient imperceptiblement, et elle déglutit à plusieurs reprises avant de pouvoir parler. Derrière le comptoir, un homme d'environ 45 ans, au ventre proéminent et à la moustache bien taillée, l'observait avec une expression qui oscillait entre le mépris et l'agacement. Pierre Robert était le gérant de la boulangerie depuis plus de 10 ans, et il s'était toujours enorgueilli de maintenir l'établissement à l'écart de toutes sortes de confusions ou de situations qu'il considérait comme inappropriées. D'une voix rauque et tremblante, Martine réussit enfin à articuler les mots qu'elle avait répétés mentalement tout au long du chemin. « S'il vous plaît, monsieur, je voulais savoir si vous aviez un gâteau périmé ou qui va être jeté. Je ne le demande pas gratuitement, non, j'ai de l'argent. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, et je voulais juste lui donner un petit morceau de gâteau, s'il vous plaît. » La petite Isabelle, c'est ainsi que la fillette s'appelait, serra encore plus fort la robe de sa mère en entendant le mot « anniversaire ». Ses yeux s'illuminèrent. Un instant, et elle leva les yeux vers le visage fatigué de Martine, avec une espérance si pure que cela faisait mal au cœur de ceux qui la voyaient. Pierre Robert, cependant, ne montrait aucun signe de compassion. Au contraire, son expression se durcit encore plus, et il croisa les bras sur sa poitrine, créant une barrière physique entre lui et cette situation qui le dérangeait profondément. « Écoutez-moi ça, tout le monde. Vous avez entendu ? Madame veut un gâteau périmé pour sa fille. Et elle dit même qu'elle a de l'argent. Si vous avez de l'argent, pourquoi ? N'achetez-vous pas un gâteau normal, hein ? Ou est-ce que vous mentez pour essayer de nous tromper ?» Les mots sortirent d'un ton fort, intentionnel, pour que tous les clients de la boulangerie puissent entendre. Il y avait environ 8 personnes dans l'établissement à ce moment-là, et toutes s'arrêtèrent pour observer la scène qui se déroulait. Martine sentit le sang lui monter au visage, et ses joues devinrent rouges de honte. Isabelle, sans comprendre complètement ce qui se passait, mais sentant la tension dans l'air, commença à se cacher derrière les jambes de sa mère. « Je ne mens pas, monsieur. J'en ai, oui, c'est peu, mais j'en ai. C'est juste que je dois le garder pour d'autres choses importantes, vous comprenez ? La nourriture, des médicaments pour elle quand elle est malade. Le gâteau n'a pas besoin d'être beau, il peut même être un peu vieux, elle sera heureuse quand même. » La voix de Martine était de plus en plus basse, presque un murmure, comme si elle essayait de se rendre invisible. Mais Pierre Robert n'avait aucune intention de faciliter les choses.
Au contraire, il semblait s'amuser de la situation. « Ah, alors maintenant on pleurniche. Regardez-moi ça, elle veut que... J'ai pitié. Vous avez entendu? Elle veut un vieux gâteau pour sa fille, mais elle dit qu'elle a de l'argent. Ça s'appelle de la ruse, les amis. Elle essaie de nous manipuler avec cette histoire d'anniversaire. » Du fond de la boulangerie, Bénédicte, une employée d'une 50aine d'années qui travaillait là depuis presque aussi longtemps que Pierre Robert, observait la scène le cœur serré. Elle avait élevé 3 enfants seule, savait ce qu'était la difficulté, et cette situation la dérangeait profondément. Elle ne put plus se taire et s'approcha du comptoir. « Pierre, pour l'amour de Dieu, il y a un gâteau au chocolat là-bas qui périme aujourd'hui. On va le jeter de toute façon. Quel est le problème de le donner à la petite? Regardez-la, la pauvre. » Mais Pierre Robert se tourna vers Bénédicte, les yeux étincelants de colère. Il n'aimait pas être contredit, encore moins devant les clients. Son autorité était remise en question, et cela l'irritait plus que tout. « Bénédicte, ce n'est pas toi qui commande ici. C'est moi qui décide quoi faire avec les produits de cette boulangerie. Et je ne vais rien donner à quelqu'un qui vient ici faire son drame et essayer de nous tromper. Si elle a de l'argent comme elle le dit, qu'elle achète un gâteau entier au prix normal. » À ce moment, une dame âgée qui achetait des baguettes s'approcha timidement du groupe. Madame Dubois, aux cheveux blancs et aux yeux bienveillants, ne pouvait plus assister à cette humiliation en silence. « Jeune homme, pour l'amour du ciel, laissez-moi payer un morceau de gâteau pour la petite. C'est son anniversaire aujourd'hui. Quel mal cela peut-il faire ?» Mais l'offre de la dame âgée ne fit qu'empirer les choses. Pierre Robert était maintenant complètement hors de lui, sentant son autorité défiée de toutes parts. « Vous n'allez rien payer du tout. Et vous deux sortez de ma boulangerie maintenant. Je ne veux pas de gens comme ça ici, à faire leur cirque, à essayer d'apitoyer les autres. C'est un établissement sérieux ici, pas une œuvre de charité. » C'est à ce moment qu'Isabelle, qui était restée silencieuse jusqu'alors, se mit à pleurer. Ce n'était pas un cri fort, c'était un petit sanglot entrecoupé, de quelqu'un qui a peur et ne comprend pas pourquoi les adultes sont si durs. Elle regardait sa mère en quête d'explication, mais Martine était paralysée par la honte et l'humiliation. « Pourquoi ce monsieur crie, maman? J'ai fait quelque chose de mal? Je ne veux plus de gâteau, maman. On s'en va. » La voix de la fillette brisa le cœur de tous ceux qui étaient là, sauf celui de Pierre Robert, qui restait inflexible. Martine se baissa à la hauteur de sa fille et tenta d'essuyer ses larmes avec ses propres mains tremblantes. « Non, mon amour, tu n'as rien fait de mal. Rien du tout. Parfois, les adultes sont énervés, mais ce n'est pas de ta faute. » En essayant de sortir rapidement de la boulangerie, Martine, dans sa détresse, laissa tomber un billet de 5 € de sa poche. Le billet vola et atterrit sur le sol, juste aux pieds de Pierre Robert. Quand elle se baissa pour le ramasser, il fut plus rapide et posa le pied sur le billet. « Opa, opa, regardez ça. Elle a vraiment de l'argent. Alors pourquoi toute cette comédie? Pourquoi ne pas avoir dit tout de suite que vous pouviez payer ?» Et sans aucune cérémonie, Pierre Robert se baissa, ramassa le billet et le mit dans sa propre poche. « Voilà. Maintenant vous n'avez vraiment plus d'argent. Vous pouvez partir la conscience tranquille, vous ne mentez plus. » La cruauté du geste laissa tout le monde dans la boulangerie complètement choqué. Bénédicte porta les mains à sa bouche, horrifiée. Madame Dubois murmura une petite prière. Les autres clients se regardèrent, incrédules. Martine sentit ses jambes flageoler. Ces 5 € étaient littéralement tout ce qu'elle possédait au monde à ce moment-là. C'était l'argent qu'elle gardait pour une urgence, au cas où Isabelle tomberait malade et aurait besoin de médicaments. Et maintenant, il avait disparu, ainsi, dans les mains de cet homme cruel. « Monsieur, s'il vous plaît, rendez-moi mon argent. C'est tout ce que j'ai. Si ma fille tombe malade, je n'aurai pas de quoi lui acheter des médicaments. » Mais Pierre Robert se contenta de sourire sarcastiquement. « Ah, maintenant on change encore d'histoire. Avant c'était pour acheter un gâteau, maintenant c'est pour des médicaments. Décidez-vous, les menteurs comme vous ne méritent pas d'avoir de l'argent. » Isabelle pleurait de plus en plus, et Martine sentait qu'elle allait s'évanouir à tout moment. L'humiliation, la faim, la fatigue, tout s'accumulait de manière insupportable. Elle prit sa fille dans ses bras, même avec les jambes tremblantes, et se dirigea vers la porte. « Viens, mon amour, partons d'ici. » Mais avant de sortir, elle se tourna une dernière fois vers Pierre Robert. Et avec une dignité qui la surprit elle-même, elle dit « Monsieur, vous ne savez pas ce que j'ai traversé pour arriver jusqu'ici.
Vous ne savez pas combien de jours nous n'avons pas mangé correctement pour garder ces 5 euros. Mais un jour, vous comprendrez ce que c'est que d'avoir vraiment besoin d'aide. Et quand ce jour viendra, j'espère que quelqu'un sera plus bienveillant avec vous que vous ne l'avez été avec moi aujourd'hui. » Et sur ces mots, Martine sortit de la boulangerie en portant Isabelle, qui avait cessé de pleurer mais avait toujours le visage mouillé de larmes. La cloche de la porte tinta tristement à leur sortie, et pendant un instant, le silence envahit la boulangerie dorée. Bénédicte avait les yeux humides, et Madame Dubois secouait la tête en signe de désapprobation. Les autres clients semblaient gênés, ne sachant que dire ou faire. Mais Pierre Robert, impassible, retourna simplement derrière le comptoir, comme si de rien n'était. Voilà, le drame est terminé. À qui le tour? Nous avons des baguettes chaudes qui sortent du four. Mais tout le monde dans la boulangerie n'avait pas perdu sa compassion ce jour-là. Dans un coin plus discret, à une petite table près de la fenêtre, un homme d'une 40aine d'années avait observé toute la scène en silence. Il était habillé simplement, jean, chemise blanche sans cravate et des baskets confortables. Ses cheveux bruns étaient un peu en désordre et il avait un air sérieux, pensif. Édouard, c'était son nom, n'était pas du genre à attirer l'attention. Il avait le type de visage que l'on voit dans la foule et qu'on oublie 5 minutes plus tard. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui révélait une profondeur que peu de gens parvenaient à percevoir. Pendant toute la discussion, il n'avait pas détourné le regard une seule fois. Il avait observé chaque geste, chaque mot, chaque larme. Quand Martine et Isabelle sortirent de la boulangerie, Édouard resta immobile quelques minutes, terminant lentement son café et analysant mentalement tout ce dont il avait été témoin. Il y avait quelque chose chez cette femme, dans la façon dont elle protégeait sa fille, dans la dignité qu'elle avait conservée même en étant humiliée publiquement, qu'il avait touchée d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Après avoir payé son addition, Édouard sortit de la boulangerie et regarda des deux côtés de la rue. Martine et Isabelle étaient déjà loin, marchant lentement sur le trottoir, mais elles étaient encore visibles. Sans savoir exactement pourquoi, il décida de les suivre. Il gardait une distance respectueuse, sans être envahissant, mais mu par une curiosité sincère de savoir qui étaient ces deux personnes et où elles allaient. La marche dura près de 40 minutes. Édouard les suivit sur l'avenue Gambetta, puis par la rue des Lilas. Ils passèrent sous un viaduc bruyant, traversèrent un terrain de football abandonné où des garçons jouaient au ballon avec des buts improvisés et arrivèrent finalement dans une zone où Édouard n'avait jamais mis les pieds, bien qu'il habite dans cette région depuis plus de 10 ans. C'était un terrain vague, entouré de palissades en bois et de ferraille. Plusieurs planches étaient détachées ou cassées, créant des ouvertures par lesquelles on pouvait entrer. L'endroit semblait oublier des pouvoirs publics, avec des herbes hautes, des déchets éparpillés et une forte odeur de moisie et d'abandon. Édouard se cacha derrière un arbre et observa Martine et Isabelle se diriger vers l'un des trous dans la palissade. Elles disparurent par là comme si elles connaissaient le chemin par cœur. Édouard attendit quelques minutes, puis s'approcha prudemment. À travers une fente dans la clôture, il put voir ce qu'il y avait de l'autre côté, et ce qu'il vit lui serra le cœur d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Sous la structure en béton du viaduc, entre des piliers géants qui soutenaient le pont où les voitures passaient constamment, se trouvait un petit abri improvisé. Quelques bâches bleues tendues entre des fers créaient une sorte de toit. Au sol, des cartons superposés formaient un lit rudimentaire. Une caisse en plastique servait de table, et quelques sacs contenaient ce qui semblait être tous leurs biens. Isabelle courut vers cet espace comme si elle arrivait à la maison, et c'était exactement ce que cet endroit représentait pour elle. Un foyer. Martine s'assit sur le carton et attira sa fille sur ses genoux, la serrant fort comme pour la protéger de tout le mal du monde. Édouard resta là quelques minutes de plus, observant la mère et la fille dans cet environnement qui semblait sorti d'un cauchemar. Martine sortit d'un des sacs un petit morceau de pain rassis et le partagea avec Isabelle. Elles mangèrent lentement, faisant durer cette petite portion le plus longtemps possible. Ensuite, Martine se mit à chanter doucement une chanson d'anniversaire, n'utilisant que sa voix, sans gâteau, sans bougie, sans rien d'autre que l'amour qu'elle ressentait pour sa fille. « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Isabelle, joyeux anniversaire ». La voix de Martine résonnait doucement sous le viaduc, se mêlant au bruit des voitures qui passaient au-dessus. Isabelle souriait.
même sans comprendre complètement pourquoi cet anniversaire était si différent des autres dont elle se souvenait à peine. Édouard sentait un nœud dans sa gorge qui grandissait à chaque seconde. Il n'avait jamais assisté à une scène aussi touchante et en même temps aussi dévastatrice. C'était la vie réelle de milliers de personnes dans la grande ville, mais il ne s'était jamais arrêté pour vraiment observer, pour comprendre la profondeur de la douleur et en même temps de l'amour qui existait là. Quand la chanson se termina, Martine embrassa le front d'Isabelle et lui murmura à l'oreille « Joyeux anniversaire, mon amour. Maman te promet qu'un jour, on aura une vraie maison, avec un lit bien chaud pour toi et un gâteau au chocolat à chaque anniversaire. Maman te le promet. » Et Isabelle, avec cette confiance inébranlable que seuls les enfants possèdent, répondit « Je sais, maman, j'ai confiance en toi. » C'est à ce moment qu'Édouard prit une décision qui changerait non seulement leur vie, mais aussi la sienne. Il ne savait pas encore exactement comment, mais il savait qu'il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas simplement retourner à sa vie confortable et prétendre qu'il n'avait pas vu cela. Quand il s'éloigna enfin de l'endroit, il commençait à faire nuit. Édouard retourna par le même chemin qu'il avait pris avec elle, mais maintenant ses pensées étaient entièrement concentrées sur la manière dont il pourrait aider. Il ne voulait pas être envahissant ou irrespectueux, mais il ne pouvait pas non plus chasser cette image de sa tête. En rentrant chez lui, un appartement de 2 chambres dans un immeuble simple mais confortable, Édouard s'assit dans le fauteuil du salon et y resta des heures à réfléchir. Il pensait à cette femme qui avait eu la dignité de ne pas supplier même lorsqu'elle était humiliée. Il pensait à cet enfant qui faisait aveuglément confiance à sa mère, même en vivant dans une situation si précaire. Il pensait à la cruauté dont une personne pouvait faire preuve, comme ce gérant de boulangerie. Et c'est ainsi, en cette nuit de septembre, qu'Édouard prit la première de nombreuses décisions qui transformeraient complètement le cours de 3 vies. Il ne dormit pas bien, resta éveillé à planifier, à réfléchir, essayant d'imaginer la meilleure façon d'agir. Le lendemain matin, il se réveilla avec une certitude absolue. Il ne pouvait plus prétendre que cette réalité n'existait pas. Martine et Isabelle étaient entrées dans sa vie de manière inattendue et il sentait qu'il avait une responsabilité, non seulement envers elle, mais aussi envers sa propre conscience. À partir de ce moment, plus rien ne serait comme avant pour aucun des 3. Édouard ne parvint presque pas à dormir cette nuit-là. L'image de Martine chantant joyeux anniversaire à sa fille sous le viaduc ne quittait pas son esprit. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le petit visage d'Isabelle illuminé par ce sourire innocent, confiant aveuglément dans les promesses de sa mère. Et il voyait aussi la détermination silencieuse de cette femme, qui même sans rien avoir ne laissait pas mourir l'espoir. Le lendemain matin, Édouard se réveilla avant que le réveil ne sonne. Le soleil venait à peine de se lever, mais il était déjà debout, se douchant et s'habillant avec une hâte qu'il ne pouvait expliquer. Il avait le sentiment urgent qu'il devait agir rapidement, comme si chaque minute perdue était une éternité de souffrance supplémentaire pour cette famille. Après un café rapide, Édouard se rendit au supermarché le plus proche de chez lui. C'était un endroit qu'il fréquentait depuis des années, n'achetant toujours que le nécessaire pour lui-même. Mais ce jour-là, c'était différent. Il parcourut les allées avec un tout autre objectif, remplissant son chariot d'articles qu'il ne regardait normalement même pas. Lait en poudre, biscuits, fruits, pain de mie, yaourt, jus en briques. Et c'est dans le rayon des pâtisseries qu'il s'arrêta le plus longtemps. Il y avait une étagère entière de gâteaux tout près, et Édouard resta là, à observer chaque option. Gâteau au chocolat, gâteau aux fraises, gâteau à la carotte avec un glaçage. Il se souvint des paroles de Martine à la boulangerie, demandant humblement n'importe quel gâteau périmé. Il prit un petit gâteau au chocolat de type individuel et le plaça soigneusement dans le chariot. La caissière, une jeune femme sympathique qui le connaissait de vue, remarqua la quantité inhabituelle d'achats. « Oh là là, monsieur Édouard, vous organisez une fête. Vous avez acheté de quoi nourrir un régiment. » Édouard sourit timidement, ne sachant pas exactement quoi répondre. Comment expliquer qu'il achetait de la nourriture pour une famille qu'il avait rencontrée à travers l'une des scènes les plus tristes qu'il ait jamais vues? « C'est pour aider des personnes dans le besoin, » dit-il simplement. La jeune femme sourit, hochant la tête en signe d'approbation, et Édouard paya le tout, plaçant les produits dans 2 grands sacs. Le poids des courses dans ses mains n'était rien comparé au poids qu'il ressentait sur le cœur depuis la veille. La marche jusqu'au terrain vague dura une 20aine de minutes.
Édouard connaissait maintenant le chemin. Il avait mémorisé chaque rue, chaque coin de l'itinéraire que Martine et Isabelle empruntaient chaque jour. Plus il s'approchait de cet endroit, plus il devenait nerveux. Et si elles n'étaient pas là? Et s'il les effrayait en les voyant? Et si elles interprétaient son aide comme quelque chose d'intrusif ou d'irrespectueux? Lorsqu'il arriva près de la palissade, Édouard s'arrêta et observa attentivement. Il pouvait entendre des voix basses venant de l'intérieur du terrain. C'était Martine qui parlait à Isabelle, lui expliquant quelque chose sur la journée qui les attendait. Sa voix semblait fatiguée, mais elle avait ce ton doux que les mères utilisent pour rassurer leurs enfants, même lorsqu'elles sont elles-mêmes inquiètes. Édouard prit une profonde inspiration et prit une décision. Au lieu de simplement laisser les sacs et de partir, il s'approcha de l'une des ouvertures de la palissade et parla doucement, pour ne pas effrayer. « Excusez-moi, il y a quelqu'un ?» Le silence qui suivit fut presque palpable. Édouard pouvait imaginer la peur qu'il avait provoquée. Après quelques secondes, la voix de Martine répondit, méfiante. « Qui est-ce? Que voulez-vous » La méfiance dans sa voix était compréhensible. Les femmes en situation de vulnérabilité devaient être constamment sur leur garde, surtout lorsque des étrangers apparaissaient dans leur refuge. « Je m'appelle Édouard. J'étais à la boulangerie hier. J'ai vu ce qui vous est arrivé. J'ai apporté quelque chose qui pourrait vous aider. Je vais les laisser ici près de l'entrée et m'en aller, d'accord? Vous n'avez pas besoin de sortir maintenant si vous ne le voulez pas. » Édouard posa les 2 sacs par terre près du trou dans la palissade et commença à s'éloigner. Mais avant qu'il ne puisse aller bien loin, il entendit de petits pas s'approcher. C'était Isabelle, qui s'était approchée de l'ouverture et regardait curieusement à l'extérieur. Les yeux de la fillette s'écarquillèrent en voyant les sacs. Elle regarda Édouard avec ce mélange de timidité et de curiosité que seuls les enfants possèdent, sans peur, mais avec prudence. « Vous êtes le monsieur qui était à la boulangerie hier ?» demanda-t-elle de sa petite voix fluette. Édouard s'accroupit pour être à sa hauteur et sourit gentiment. « Oui, c'est moi. J'ai vu comment vous avez été traité là-bas. Ce n'était pas juste. » Isabelle hocha la tête comme une adulte qui serait d'accord avec une observation évidente. Le monsieur a été très méchant avec maman. Elle était triste. À ce moment, Martine apparut derrière sa fille, la tirant doucement en arrière. Son expression était de méfiance totale, les yeux alertes, le corps tendu comme celui d'un animal traqué. « Isabelle, reviens près de maman. » Édouard se releva lentement, gardant les mains visibles et une posture non menaçante. « Martine, c'est bien votre nom, n'est-ce pas? Je ne veux pas vous déranger. Je voulais juste laisser quelque chose qui pourrait être utile. De la nourriture, quelques fruits, et il y a un gâteau pour l'anniversaire en retard d'Isabelle. » En entendant le mot « gâteau », les yeux d'Isabelle s'illuminèrent instantanément. Elle regarda sa mère avec une expression suppliante, mais Martine restait méfiante. « Pourquoi voulez-vous nous aider? Que voulez-vous en échange ?» La question était chargée de toute la mauvaise expérience que Martine avait accumulée au fil de sa vie. Édouard comprit immédiatement qu'elle avait appris à ses dépens que rien dans la vie n'est gratuit, qu'il y avait toujours un prix à payer, surtout quand on est une femme vulnérable. « Je ne veux rien en échange, Martine. Sincèrement, j'ai juste été très touché par ce que j'ai vu hier, par la façon dont vous avez protégé votre fille, dont vous avez gardé votre dignité, même en étant humilié. Et surtout par ce moment où vous lui avez chanté « Joyeux anniversaire ». C'était l'une des choses les plus belles et les plus tristes que j'ai jamais vues de ma vie. » Martine resta silencieuse quelques secondes, étudiant le visage d'Édouard, essayant de déchiffrer ses intentions. Il y avait quelque chose de sincère dans ses yeux, mais elle avait appris à être trop prudente pour baisser facilement la garde. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas si je mérite d'être aidé ou non. » Édouard secoua doucement la tête. « J'en sais assez. J'ai vu une mère qui ferait n'importe quoi pour sa fille. J'ai vu une femme qui, même traitée avec cruauté, n'a perdu ni son éducation ni sa dignité. Et j'ai vu une fillette qui fait aveuglément confiance à sa mère, même dans une situation si difficile. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. » Isabelle, qui avait écouté toute la conversation, ne put plus se retenir et se détacha de la main de sa mère, courant vers les sacs. Lorsqu'elle en ouvrit un et vit le gâteau au chocolat, elle cria de joie « Maman, c'est le gâteau! Regarde, c'est un vrai gâteau, avec un glaçage et tout. »
La réaction de la fillette brisa un peu la résistance de Martine. Elle s'approcha lentement et regarda le contenu des sacs. Il y avait assez de nourriture pour plusieurs jours, peut-être une semaine entière. Des fruits frais, du pain, du lait, des choses qu'elle n'avait pas pu acheter depuis des mois. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle à nouveau, mais cette fois sa voix était plus basse, presque un murmure. Édouard hésita un instant avant de répondre. Comment expliquer qu'il y avait quelque chose dans cette scène de la boulangerie qui avait touché quelque chose de très profond en lui? Comment dire qu'il ne pouvait plus vivre normalement en sachant qu'à quelques kilomètres de sa maison confortable, une famille dormait par terre sous un viaduc, parce que je pense que nous avons tous l'obligation d'aider quand nous le pouvons, et parce que j'ai aussi traversé des moments difficiles dans ma vie. Je sais ce que c'est que de se sentir invisible, vous savez, ce que c'est quand les gens vous regardent comme si vous n'existiez pas. Martine regarda Édouard avec plus d'attention. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui sonnait vrai, une vulnérabilité qu'elle reconnaissait parce qu'elle portait aussi la sienne. Isabelle avait déjà sorti le gâteau du sac et le montrait à sa mère, les yeux brillants de bonheur. « Maman, je peux en manger maintenant ? Je peux ?» Martine regarda sa fille, puis Édouard. Lentement, ses défenses commencèrent à s'abaisser un peu. « Merci », dit-elle simplement. Mais Édouard sentit qu'il y avait un monde de sens dans ce mot. Il hocha la tête et commença à s'éloigner, mais s'arrêta et se retourna. « Martine, je peux revenir demain ? Pas pour déranger, juste pour savoir si vous allez bien. » Elle hésita un instant, regarda Isabelle qui serrait le gâteau dans ses bras et acquiesça presque imperceptiblement. « Oui. » Édouard sourit et s'éloigna, laissant la mère et la fille avec leurs provisions. En rentrant chez lui, il entendait au loin la voix d'Isabelle chanter joyeusement, célébrant probablement son anniversaire en retard avec le gâteau au chocolat. Mais la curiosité d'Édouard sur l'histoire de cette famille ne faisait que commencer. Les jours suivants, il retourna régulièrement sur les lieux, apportant toujours quelque chose d'utile, des couvertures, des produits d'hygiène, des vêtements propres pour Isabelle. Et peu à peu, Martine s'ouvrit, racontant des fragments de son histoire. Ce fut lors d'un après-midi pluvieux qu'Édouard comprit enfin la dimension réelle de ce qui leur était arrivé. Il était assis sur une caisse en plastique retournée qui servait de chaise improvisée dans le petit abri, tandis qu'Isabelle jouait avec une poupée qu'il avait apportée. Martine regardait la pluie tomber dehors et, soudain, se mit à parler. « J'étais marié, Édouard. J'avais une maison, un emploi dans un magasin de vêtements, une vie que je pensais normale. Le père d'Isabelle, elle ne se souvient pas beaucoup de lui, et c'est peut-être mieux ainsi. » Édouard resta silencieux, respectant son rythme pour raconter son histoire. Il était beau quand il était sobre, vous savez, affectueux, attentionné, mais quand il buvait, il devenait une autre personne. Au début, ce n'était que des cris, puis sont venues les bousculades, puis les gifles, et enfin... Martine toucha inconsciemment une petite cicatrice qu'elle avait sur le sourcil, presque invisible, mais qu'Édouard remarquait maintenant. J'ai supporté pendant des années parce que je pensais qu'il allait changer, parce que j'avais peur de me retrouver seul avec Isabelle, parce qu'il s'excusait toujours après, pleurait, promettait que ça n'arriverait plus jamais. Mais ça arrivait toujours. La voix de Martine devenait de plus en plus basse, comme si elle revivait chaque moment douloureux. Le jour où j'ai décidé de partir, c'est quand il a levé la main sur Isabelle. Elle avait 3 ans, elle avait renversé un verre de jus sans le faire exprès. Il était ivre et il a voulu s'en prendre à elle. C'est là que j'ai compris que ce n'était plus seulement à propos de moi, c'était pour protéger ma fille. Édouard sentit un nœud dans sa gorge. Il commençait à comprendre l'ampleur du sacrifice que Martine avait fait. Nous sommes partis de la maison une nuit, avec seulement les vêtements que nous portions. Je suis allé chez ma sœur, mais il a découvert où nous étions. Il est arrivé en faisant un scandale menaçant tout le monde. Ma sœur a eu peur, elle avait ses propres enfants à protéger. Elle a fini par nous demander de partir. J'ai essayé quelques foyers d'hébergement, mais il y avait toujours des listes d'attente où les conditions étaient aussi mauvaises que de vivre dans la rue. Au moins ici, on a notre petit coin à nous, vous savez. Je n'ai pas à m'inquiéter d'autres hommes qui essaieraient de profiter de la situation. Édouard commençait à comprendre pourquoi Martine avait été si méfiante au début. Elle avait appris que le monde pouvait être un endroit très cruel,
surtout pour les femmes en situation de vulnérabilité. Et votre travail? Avez-vous réussi à le garder? Martine secoua la tête négativement. Je l'ai perdu quand j'ai commencé à m'absenter à cause des bleus qu'il me laissait. Puis j'ai perdu mes papiers, une des fois où on a dû fuir en courant de l'endroit où on dormait. Sans papiers, sans adresse fixe, c'est presque impossible de trouver du travail. C'est alors qu'Édouard comprit la complexité de la situation. Ce n'était pas seulement une question de donner de la nourriture ou un endroit où dormir. Martine avait perdu son identité sociale complète. Papier, adresse, référence professionnelle. Elle était devenue invisible pour le système, une personne qui officiellement n'existait pas. Avez-vous déjà essayé de refaire vos papiers? J'ai essayé, mais c'est compliqué. Il me faut une adresse, de l'argent pour les frais, du temps pour attendre dans les files d'attente des administrations. Et je ne peux pas laisser Isabelle seule. Édouard resta silencieux quelques minutes, digérant tout ce qu'il avait entendu. La situation était beaucoup plus complexe qu'il ne l'avait imaginé au départ. Il ne s'agissait pas seulement de faire l'aumône ou de la charité ponctuelle. Martine avait besoin d'aide pour reconstruire toute sa vie, son identité, son existence sociale. Martine, avez-vous déjà pensé à demander une mesure de protection contre votre ex-mari? Elle rit amèrement. Avec quel argent vais-je payer un avocat? Et même si j'y arrivais, il trouve toujours un moyen de me retrouver. Il connaît des gens dans la police. Il a des amis partout. Je ne suis qu'une femme invisible de plus qui se plaint de violences conjugales. Qui va me croire contre sa parole? Édouard commençait à comprendre que le problème était systémique. Martine était tombée dans un piège dont il était presque impossible de sortir seule. Sans papier, elle ne pouvait pas trouver de travail. Sans travail, elle ne pouvait pas avoir de logement. Sans logement, elle ne pouvait pas refaire ses papiers. C'était un cercle vicieux qui la maintenait prisonnière d'une situation de vulnérabilité extrême. C'est à ce moment qu'Édouard prit une décision qui changerait non seulement la vie de Martine et d'Isabelle, mais aussi la sienne. Il regarda cette femme qui avait tout sacrifié pour protéger sa fille, cette fillette qui jouait joyeusement même en vivant dans une situation si précaire, et il sut qu'il ne pouvait plus être un simple spectateur. « Martine, et si je vous disais qu'il existe un moyen pour vous de tout recommencer, d'avoir une vraie maison, de nouveaux papiers, une protection légale contre votre ex-mari, et une réelle chance de trouver du travail ?» Elle le regarda avec une expression qui mêlait espoir et incrédulité. « Vous plaisantez, Édouard. »« Non, je suis très sérieux. Mais j'aurais besoin que vous me fassiez confiance, complètement. » Martine regarda Isabelle, qui avait arrêté de jouer et prêtait attention à la conversation des adultes. La fillette sourit à sa mère avec ce sourire qui faisait fondre n'importe quel cœur, plein de confiance et d'amour inconditionnel. « Qu'avez-vous en tête ?» demanda Martine. Et Édouard remarqua que pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il y avait une véritable étincelle d'espoir dans ses yeux. Édouard prit une profonde inspiration. Il était sur le point de faire une proposition qui changerait leur vie à tous les trois pour toujours. Mais en regardant cette famille qui était devenue si importante pour lui en si peu de temps, il savait que c'était la bonne chose à faire. « Je vais vous donner une maison, Martine. Une vraie maison, sûre, juste pour vous deux. Je vais payer un avocat pour obtenir la mesure de protection. Je vais vous aider à refaire tous vos papiers. Et quand vous serez prête, je vous aiderai à trouver un emploi. » Le silence qui suivit ne fut comblé que par le son de la pluie frappant la bâche qui servait de toit. Martine regarda Édouard comme si elle voyait un fantôme. « Pourquoi feriez-vous cela pour nous ?» Édouard regarda Isabelle, puis Martine, et répondit avec une sincérité qui le surprit lui-même. « Parce que vous avez déjà changé ma vie, parce que vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment, et parce que je pense que l'on se rencontre dans la vie pour une raison. Vous êtes apparu dans ma vie à un moment où j'étais perdu, vivant en pilote automatique. Vous m'avez donné un but. » Martine se mit à pleurer, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir, de gratitude d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui la voyait non pas comme un problème à résoudre, mais comme une personne qui méritait une seconde chance. Isabelle, sans comprendre complètement ce qui se passait, mais sentant que quelque chose d'important était en train de changer, courut vers Édouard et le serra fort dans ses bras. « Tonton Édouard, tu vas prendre soin de nous ?» Édouard la prit dans ses bras et la regarda dans les yeux, faisant une promesse qu'il savait qu'il tiendrait pour le reste de sa vie. « Oui, ma petite, je vais prendre soin de vous deux.
Les 2 semaines qui suivirent cette conversation sous le viaduc furent les plus intenses et les plus transformatrices de leur vie à tous les 3. Édouard, fidèle à sa parole, commença immédiatement à mettre en œuvre tous les plans qu'il avait promis. Mais il savait qu'il devait agir avec soin et délicatesse, en respectant le temps d'adaptation de Martine et d'Isabelle à cette nouvelle réalité qui semblait trop belle pour être vraie. Le lendemain de sa promesse, Édouard retourna à l'abri improvisé avec une proposition concrète. Il avait passé toute la nuit à chercher des appartements à louer dans la région, cherchant quelque chose de sûr, mais en même temps assez proche pour qu'elle ne se sente pas complètement déracinée du territoire qu'elle connaissait. « Martine, j'ai trouvé un appartement », dit-il en montrant des photos sur son téléphone. « C'est petit, 2 chambres, dans une rue calme près d'ici. L'immeuble a un concierge, c'est sécurisé. Je veux que vous le voyiez aujourd'hui, si vous le souhaitez. » Martine regarda les photos avec un mélange d'incrédulité et de crainte. L'appartement était simple, mais propre et aéré. Il avait un petit salon, une cuisine américaine, 2 chambres et une salle de bain. Pour quelqu'un qui dormait par terre depuis des mois, cela ressemblait à un palais. « Édouard, ça doit coûter une fortune. Comment allez-vous payer ?» Il sourit calmement, réalisant que Martine n'arrivait toujours pas à croire complètement que quelqu'un était prêt à investir autant dans son nouveau départ. « Laissez-moi m'en occuper, d'accord? Ma seule préoccupation est que vous vous sentiez à l'aise et en sécurité. » Isabelle, qui jouait avec la poupée qu'Édouard avait apportée quelques jours plus tôt, leva ses petits yeux pleins d'espoir. « Maman, on va avoir une vraie maison, avec un lit et un frigo ?» Martine caressa les cheveux de sa fille, encore hésitante. « On va d'abord voir, mon amour. Allons visiter l'endroit. » La marche jusqu'à l'appartement ne dura que 15 minutes. C'était dans un immeuble de 4 étages, peint en jaune clair, avec une petite loge de concierge où un sympathique monsieur d'une 60aine d'années salua Édouard par son nom. Il était évident qu'Édouard était déjà venu, qu'il avait déjà parlé au concierge, qu'il avait déjà tout arrangé dans les moindres détails. L'appartement se trouvait au 2e étage, et quand Édouard ouvrit la porte, Isabelle se précipita à l'intérieur comme une petite exploratrice. Ses pas résonnèrent sur le carrelage, et elle cria de joie en voyant chaque pièce. « Maman, regarde, il y a une cuisinière, il y a un frigo, il y a un grand lit et un petit lit. » Martine entra lentement, touchant les murs, comme si elle avait besoin de s'assurer que c'était réel. L'appartement était meublé avec le nécessaire. Un lit double dans la plus grande chambre, un lit simple dans la plus petite, une petite table dans le salon, un canapé simple mais confortable, et dans la cuisine, tous les appareils électroménagers essentiels. Édouard observait son expression, essayant de déchiffrer ses pensées. « Qu'en penses-tu » Martine s'assit sur le canapé et mit ses mains sur son visage, se mettant à pleurer doucement. Édouard s'inquiéta et s'approcha. « Martine, qu'est-ce qu'il y a? Si ça ne te plaît pas, on peut chercher autre chose. » Elle leva le visage et il vit que c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'une émotion si profonde qu'elle ne pouvait être exprimée par des mots. « Non, Édouard, c'est parfait. C'est juste que ça fait si longtemps que je ne suis pas entré dans une vraie maison. Ça fait si longtemps que je n'ai pas imaginé Isabelle dormant dans un lit chaud, prenant un bain chaud, jouant dans un endroit sûr. » Isabelle accourut de la cuisine au salon, interrompant le moment d'émotion. « Maman, il y a une douche avec de l'eau chaude. Tonton Édouard nous a dit qu'on pouvait prendre une douche quand on veut. » Édouard s'accroupit à la hauteur de la fillette. « Isabelle, cet appartement est à vous maintenant, d'accord? C'est votre maison. Tu peux jouer ici, tu peux courir, tu peux faire du bruit. C'est ta maison. » La fillette le serra fort dans ses bras, puis courut embrasser sa mère. « Maman, on a une maison, on a une vraie maison. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Martine et Isabelle dormirent dans un vrai lit, avec des draps propres et des oreillers moelleux. Édouard avait laissé le réfrigérateur plein et un sac de produits d'hygiène dans la salle de bain. Quand il prit congé à la porte de l'appartement, Martine lui serra la main un instant. « Édouard, je ne sais pas comment je pourrai un jour te remercier pour tout ça. » Il sourit. « Tu n'as rien à me rendre, Martine. Vous voir toutes les deux en sécurité et heureuses, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Les jours suivants, Édouard commença à mettre en œuvre la 2e partie de son plan, régler la situation juridique de Martine. Il avait cherché et trouvé une avocate spécialisée en droit de la famille et en violence conjugale, Maître Moreau,
une femme d'âge mûr connue dans la région pour aider les femmes en situation de vulnérabilité. Le premier rendez-vous eut lieu un jeudi après-midi. Martine était visiblement nerveuse, portant l'un des nouveaux vêtements qu'Édouard lui avait achetés. Isabelle resta avec lui dans la salle d'attente, feuilletant des magazines pour enfants. Maître Moreau se montra extrêmement attentive et professionnelle. Elle écouta toute l'histoire de Martine sans jugement, prenant des notes détaillées sur les épisodes de violence, les menaces, la persécution qui l'avait forcée à vivre dans la rue. « Martine, nous allons obtenir cette mesure de protection, oui, » dit l'avocate avec conviction. « Nous avons suffisamment d'éléments pour caractériser la violence domestique et le risque que vous et votre fille courez. Je déposerai la demande cette semaine même. » En plus de la mesure de protection, Maître Moreau se chargea également d'entamer la procédure pour obtenir des duplicata de tous les documents perdus. Carte d'identité, numéro de sécurité sociale, acte de naissance, carte de travail. C'était un processus qui prendrait normalement des mois, mais avec un suivi juridique approprié, il pouvait être accéléré. Pendant qu'ils attendèrent les démarches légales, Édouard s'occupa d'inscrire Isabelle dans une école publique près de l'appartement. La directrice, Madame Carmen, fut extrêmement réceptive quand Édouard expliqua la situation. « La petite aura besoin d'un temps d'adaptation », dit-elle en observant Isabelle qui se cachait timidement derrière Édouard. « Mais nous avons l'expérience des enfants qui ont traversé des situations difficiles. Elle sera bien prise en charge ici. » Le premier jour d'école d'Isabelle fut émouvant pour tout le monde. Martine l'accompagna jusqu'à la porte de l'école et la fillette, d'abord effrayée, s'intéressa bientôt aux autres enfants et aux jouets colorés de la salle de classe. « Maman, je peux rester ?» demanda-t-elle, surprenant tout le monde par sa capacité d'adaptation. « Oui, mon amour, maman viendra te chercher à la fin de la journée. » Pendant qu'Isabelle commençait son parcours scolaire, Martine entamait le sien. Édouard avait trouvé un cours de formation professionnelle de réceptionniste et d'accueil client, proposé par une institution partenaire de la mairie. Le cours durait 3 mois et comprenait des notions de base en informatique, en accueil téléphonique, en organisation d'agenda et en relations interpersonnelles. Le premier jour de cours, Martine rentra à la maison, excitée comme une enfant. « Édouard, tu n'imagines pas comme c'était bon de s'asseoir à nouveau dans une salle de classe. Ça faisait des années que je n'avais pas étudié, que je ne m'étais pas senti utile, tu sais. » Édouard souriait en voyant la lueur revenir dans ses yeux. « Et comment étaient tes camarades de classe? Il y a des gens de tous âges et de toutes situations. Il y a une dame de 60 ans qui a perdu son emploi et veut se réinventer. Il y a des jeunes filles qui veulent un métier. Et il y a des gens comme moi qui recommencent leur vie après des situations difficiles. » Martine découvrait qu'elle n'était pas la seule à avoir traversé des moments de vulnérabilité. Dans le cours, elle trouva un environnement accueillant où elle pouvait être simplement Martine, l'élève dévouée, sans que personne ne connaisse son passé récent. Et c'est pendant ces premières semaines de nouvelle routine qu'Édouard décida qu'il était temps de régler une affaire qui le dérangeait depuis le premier jour, la situation à la boulangerie dorée. Un samedi matin, Édouard se rendit à la boulangerie avec un objectif très précis. Le moment était venu pour Pierre Robert de découvrir exactement à qui il avait eu affaire cet après-midi terrible. Édouard n'était pas seulement un client ordinaire de la boulangerie, il était en fait le propriétaire de toute la chaîne de boulangeries dorées qui comprenait 5 établissements dans la région. Quand Édouard entra dans la boulangerie, Pierre Robert le salua avec la même indifférence que d'habitude. Pour le gérant, Édouard n'était qu'un client de plus qui venait occasionnellement prendre un café. « Bonjour, qu'est-ce que ce sera pour vous aujourd'hui ?» Édouard observa l'activité de la boulangerie. C'était un samedi animé, avec plusieurs familles faisant leurs courses matinales. Parfait pour ce qu'il avait en tête. « Je veux vous parler, Pierre Robert. En fait, je veux que tout le monde ici écoute ce que j'ai à dire. » Le gérant fronça les sourcils, ne comprenant pas où Édouard voulait en venir. « Désolé, mais si vous avez une réclamation, vous pouvez me parler plus tard quand il y aura moins de monde. » Édouard sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Non, Pierre Robert, ce sera maintenant. »« Bénédicte, pouvez-vous venir ici aussi, s'il vous plaît ?» L'employée qui arrangeait les pains dans la vitrine s'approcha, curieuse. Les clients commencèrent également à prêter attention à la conversation. « Pierre Robert, vous vous souvenez d'une femme qui est venue ici il y a environ 3 semaines? Une femme avec une petite fille qui demandait un gâteau périmé. » L'expression de Pierre Robert changea immédiatement.
Il croisa les bras et adopta une posture défensive. « Ah, vous connaissez cette profiteuse? Elle a essayé de me duper avec une histoire d'anniversaire de sa fille. Je ne tombe pas dans ses pièges. » Édouard sortit son téléphone de sa poche et commença à naviguer sur l'écran. Il avait enregistré toute la scène de ce jour-là depuis le moment où Martine était entrée dans la boulangerie jusqu'à sa sortie, humiliée. « C'est intéressant que vous disiez ça, Pierre Robert, parce que j'ai ici l'enregistrement de toute la conversation. Vous voulez écouter ?» Édouard augmenta le volume de son téléphone et commença à diffuser l'audio. La voix de Pierre Robert résonna dans la boulangerie, cruelle et moqueuse, ridiculisant Martine devant tout le monde. Ensuite, on entendit la voix de Bénédicte essayant d'intervenir, celle de Madame Dubois offrant son aide, et enfin, le son des pleurs d'Isabelle. Le silence qui suivit fut embarrassant. Tout le monde dans la boulangerie s'était arrêté pour écouter, et les expressions de choc et de désapprobation étaient visibles sur chaque visage. Pierre Robert était livide. « Je ne faisais que mon travail, protéger l'établissement de... » Édouard l'interrompit. D'une mère désespérée, essayant de donner un morceau de gâteau à sa fille, le jour de son anniversaire, protéger une enfant de 5 ans qui avait faim. Édouard rangea son téléphone et regarda Pierre Robert droit dans les yeux. « Vous savez quel est le problème, Pierre Robert? Vous ne savez pas à qui vous parlez. Je m'appelle Édouard Mendes et je suis le propriétaire de toutes les boulangeries dorées de la région, y compris celle-ci. » Le choc sur le visage de Pierre Robert fut instantané. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Bénédicte porta les mains à sa poitrine, surprise. Les clients se regardèrent, réalisant qu'ils assistaient à un moment historique. « Pendant toutes ces années, je vous ai fait confiance pour représenter les valeurs de notre entreprise, » continua Édouard. « Des valeurs comme l'humanité, le respect, la solidarité, et ce que j'ai trouvé, c'est la cruauté, l'arrogance et un manque total d'empathie. » Pierre Robert tenta de se défendre en bégayant. « Monsieur Mendes, je ne savais pas, je pensais que... L'entreprise a toujours dit de ne rien donner gratuitement. » Édouard secoua la tête. « L'entreprise n'a jamais dit d'humilier une mère devant sa petite fille. Elle n'a jamais dit de voler l'argent de quelqu'un en difficulté. Et surtout, elle n'a jamais dit de traiter un être humain avec mépris. » Édouard se tourna vers Bénédicte. « Bénédicte, vous avez essayé d'aider cette femme ce jour-là. Vous avez fait preuve de compassion quand votre supérieur a fait preuve de cruauté. À partir d'aujourd'hui, vous êtes la nouvelle gérante de cette unité. » Les yeux de Bénédicte s'emplirent de larmes de surprise et de gratitude. « Monsieur Mendes, je ne sais pas quoi dire. » Édouard lui sourit, cette fois un vrai sourire. « Vous n'avez rien à dire, Bénédicte. Votre attitude ce jour-là a tout dit. » Se retournant vers Pierre Robert, Édouard prit un ton plus sérieux. « Vous êtes licencié pour faute grave. Pierre Robert, rassemblez vos affaires et partez. Et avant que vous ne pensiez à contester cette décision, souvenez-vous que j'ai non seulement cet enregistrement, mais aussi des témoins de votre comportement inapproprié. » Pierre Robert tenta encore d'argumenter, mais Édouard ne lui en laissa pas l'occasion. La décision est prise. Bénédicte, à partir de maintenant, toute nourriture proche de la date de péremption doit être mise de côté et donnée à ceux qui en ont besoin. Avec dignité, sans jugement, sans humiliation, cette boulangerie deviendra un point de solidarité dans la communauté. Les clients présents se mirent à applaudir spontanément. Pierre Robert, rouge de honte et de colère, prit ses affaires et sortit de la boulangerie sans se retourner. Bénédicte, encore sous le choc, s'approcha d'Édouard. « Monsieur Mendes, vous êtes sûr que je serai capable d'être gérante ?» Édouard posa la main sur son épaule. « Bénédicte, vous avez déjà prouvé que vous aviez ce qui compte le plus chez un leader, un cœur. Le reste, ça s'apprend. » Les jours suivants, la nouvelle de ce qui s'était passé à la boulangerie dorée se répandit dans le quartier. Bénédicte prit son poste avec dévouement et mit immédiatement en place la nouvelle politique de dons. Chaque après-midi, les personnes en situation de vulnérabilité pouvaient passer à la boulangerie et recevoir dignement les produits proches de leur date de péremption. Pendant ce temps, Martine excellait dans sa formation professionnelle. Son dévouement et sa capacité d'apprentissage impressionnaient les professeurs. C'était comme si toutes ces années de difficultés avaient forgé en elle une détermination de fer pour saisir chaque opportunité qui se présentait. Isabelle, de son côté, s'épanouissait à l'école.
La maîtresse commentait à Martine à quel point la fillette était affectueuse avec ses camarades, comment elle semblait valoriser chaque instant, chaque jeu, chaque leçon. Elle a une très grande maturité émotionnelle pour son âge, commenta la maîtresse. On sent qu'elle a vécu des situations qui l'ont fait grandir plus vite, mais heureusement, elle a gardé sa douceur et sa capacité à faire confiance. Les soirées à l'appartement devinrent des moments spéciaux pour les trois. Édouard avait pris l'habitude de dîner avec elle plusieurs fois par semaine. Isabelle l'attendait toujours avec impatience, lui racontant sa journée à l'école, lui montrant ses dessins, lui demandant de l'aide pour ses premiers devoirs. Tonton Édouard, à l'école, la maîtresse a dit que tout le monde a une famille différente. Il y a des familles avec un papa et une maman, des familles avec juste une maman, des familles avec juste une grand-mère. Et moi, j'ai dit que ma famille, c'est moi, maman et toi. C'est juste? Édouard regarda Martine, qui sourit timidement, puis Isabelle. C'est tout à fait juste, ma petite. La famille, ce n'est pas seulement ceux qui ont le même sang. La famille, c'est ceux qui prennent soin, qui aiment, qui sont présents dans les moments importants. Ce fut lors d'une de ces soirées que la nouvelle que tout le monde attendait arriva. Maître Moreau appela pour annoncer que la mesure de protection avait été accordée. L'ex-mari de Martine était officiellement interdit de s'approcher d'elle et d'Isabelle, sous peine d'emprisonnement. Martine raccrocha le téléphone et resta plantée au milieu du salon, comme si elle n'arrivait pas à assimiler l'information. « Édouard, la mesure de protection a été approuvée. Il ne peut plus s'approcher de nous. Il ne peut plus nous chercher. On est vraiment libre. » Édouard la prit dans ses bras, sentant la tension qu'elle portait depuis des années commencer enfin à se dissiper. « Voilà, Martine. Maintenant, vous pouvez tout recommencer. Sans peur, sans regarder en arrière. » Isabelle, qui jouait sur le tapis du salon, regarda les deux adultes enlacés et sourit. « Maman ne fera plus de cauchemars. » Martine se baissa à la hauteur de sa fille. « Non, mon amour, maman ne fera plus de cauchemars. Nous sommes en sécurité maintenant. » Et pour la première fois depuis qu'Édouard les connaissait, il vit Martine véritablement se détendre. Les épaules qui portaient toujours la tension se relâchèrent. Le sourire qui semblait toujours forcé était maintenant authentique. La femme qui avait été brisée retrouvait enfin ses morceaux et assemblait un nouveau puzzle, une version d'elle-même plus forte, plus confiante, plus pleine d'espoir. Cette nuit-là, après qu'Isabelle se fut endormie, Martine et Édouard restèrent à discuter dans le salon. Elle tricotait, une compétence qu'elle avait redécouverte et qui la calmait. Édouard lisait un livre, mais en réalité, il était plus intéressé par l'observation de la sérénité sur son visage. « Édouard, je peux te poser une question. »« Bien sûr. Pourquoi as-tu fait tout ça pour nous? Et ne me dis pas que c'est seulement parce que notre situation t'a ému. Il y a autre chose, n'est-ce pas ?» Édouard ferma son livre et resta pensif quelques instants. « Tu as raison, Martine. Il y a autre chose. J'étais dans une phase de ma vie où je me sentais vide. J'avais de l'argent, une entreprise qui fonctionnait bien, mais je n'avais pas de but. Je vivais en pilote automatique. Et quand je vous ai vu dans cette boulangerie, quand j'ai vu la façon dont tu as protégé Isabelle, comment tu as gardé ta dignité même en étant humilié, j'ai compris que vous aviez quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Quoi donc? La capacité d'aimer inconditionnellement. La force qui vient de la protection de quelqu'un que l'on aime plus que sa propre vie. Vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment dans le monde. » Martine arrêta de tricoter et le regarda. « Tu nous as sauvé la vie, Édouard. Littéralement. Je ne sais pas où nous serions si tu n'étais pas apparu. » Édouard secoua la tête. « Non, Martine. C'est vous qui m'avez sauvé la vie. Vous m'avez donné un but. Vous m'avez rappelé que le vrai succès ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais au bien que l'on peut faire. Vous avez fait de moi une meilleure personne. » Le silence qui suivit fut confortable, chargé d'une gratitude mutuelle et d'une affection qui avait grandi naturellement entre eux. Dehors, la ville continuait son rythme effréné, mais à l'intérieur de ce simple appartement, trois vies avaient trouvé un nouveau sens, un nouveau départ, une nouvelle façon d'être une famille. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette conversation nocturne dans le salon de l'appartement, et la vie des trois avait trouvé un rythme qu'aucun d'eux n'aurait cru possible. La routine qui s'était installée était simple, mais pleine de sens. Martine se levait tôt, préparait le petit déjeuner pour elle et Isabelle, emmenait sa fille à l'école, se rendait à son travail et, en fin de journée,
Les trois se retrouvaient pour partager leurs expériences et les petits moments qui construisaient leurs histoires. Oui, Martine avait trouvé un emploi, et pas n'importe lequel, mais un poste qui semblait avoir été fait spécialement pour elle. Après avoir terminé sa formation professionnelle avec des notes exceptionnelles et des recommandations chaleureuses de ses professeurs, Édouard l'avait invitée à travailler à la réception du siège administratif des Boulangeries Dorées. Au début, Martine hésita, inquiète des éventuels commentaires sur le favoritisme ou sur sa situation passée. « Édouard, les gens vont dire que tu m'as embauché par pitié ou pour d'autres raisons. Je ne veux pas que cela nuise à ton entreprise ou à ma réputation professionnelle. » Mais Édouard fut ferme dans sa réponse. « Martine, je t'embauche parce que tu es compétente, dévouée, et parce que je crois en ton potentiel. Si quelqu'un a quelque chose à dire, il devra me le dire à moi. Et de plus, qui de mieux pour représenter les nouvelles valeurs de l'entreprise que quelqu'un qui comprend dans sa chair ce que signifie avoir besoin d'une seconde chance. » Et c'est ainsi que, par un matin ensoleillé d'avril, Martine enfila son premier uniforme, professionnel depuis des années, un ensemble simple mais élégant, et prit son poste à la réception de l'entreprise. Le premier jour fut un tourbillon de nervosité et d'attente, mais elle réalisa bientôt qu'elle avait trouvé sa place. La réception de l'entreprise était un lieu animé, avec des fournisseurs, des employés d'autres unités, des clients spéciaux et des réunions constantes. Martine découvrit qu'elle avait un talent naturel pour traiter avec les gens, pour que tout le monde se sente le bienvenu, pour résoudre les problèmes avec efficacité et sympathie. « Bonjour, Boulangerie Dorée, Martine à l'appareil. Comment puis-je vous aider ?» Cette phrase devint une musique à ses oreilles. Chaque appel reçu, chaque personne accueillie, chaque problème résolu était une confirmation qu'elle avait retrouvé non seulement sa dignité, mais aussi son identité professionnelle. Ses collègues de travail, d'abord curieux de cette nouvelle employée qui semblait avoir une relation spéciale avec le patron, découvrirent bientôt que Martine était sincèrement compétente et attentionnée. Elle ne parlait jamais de son passé, mais il y avait une sensibilité particulière dans sa façon de traiter les personnes qui semblaient traverser des difficultés. Un après-midi, un homme arriva à l'entreprise pour chercher un emploi. Il était visiblement nerveux, avec des vêtements un peu usés, et semblait n'avoir pas mangé depuis un certain temps. Alors que d'autres auraient pu simplement l'informer qu'il n'y avait pas de poste vacant, Martine l'accueillit avec gentillesse, lui offrit un café et une collation, nota soigneusement ses coordonnées et promit de le prévenir si une opportunité se présentait. Après le départ de l'homme, Carla, l'une des plus anciennes employées, commenta « Martine, tu as une façon spéciale de traiter les gens. On dirait que tu comprends exactement ce qu'ils ressentent. » Martine sourit discrètement. « Je pense que tout le monde mérite d'être traité avec dignité, quelle que soit sa situation. » Pendant que Martine s'épanouissait professionnellement, Isabelle vivait sa propre transformation à l'école. La fillette qui était arrivée timide et méfiante était maintenant l'une des plus appréciées de la classe. Sa capacité à partager, à être gentille avec ses camarades, et sa gratitude sincère pour chaque petite chose la rendait spéciale. La maîtresse, Madame Sonia, commentait souvent les progrès d'Isabelle à Martine. « Madame Martine, votre fille a une sagesse émotionnelle impressionnante. Hier, un petit camarade pleurait parce qu'il avait oublié son goûter et Isabelle a immédiatement partagé le sien. Quand je lui ai demandé pourquoi elle avait fait ça, elle a dit « parce que je sais ce que c'est d'avoir faim ». Ces mots touchèrent toujours Martine. Elle savait qu'Isabelle portait les cicatrices des temps difficiles, mais elle voyait que, loin de devenir amère ou méfiante, la fillette avait développé une empathie profonde pour les autres qui pouvaient souffrir. Les soirées à la maison devinrent des moments sacrés pour les trois. Édouard avait déménagé dans un appartement du même immeuble, officiellement pour être plus près du travail. Mais tout le monde savait que la vraie raison était d'être près de sa nouvelle famille. Ils dînaient ensemble, presque tous les soirs, et ces repas étaient remplis de conversations sur la journée, de projets pour l'avenir et de beaucoup de rires. Isabelle avait pris l'habitude de raconter des histoires inventées pendant le dîner. C'étaient toujours des histoires de famille qui s'entraidaient, de personnes bienveillantes qui apparaissaient dans la vie de ceux qui en avaient besoin, de fins heureuses qui semblaient impossibles, mais qui arrivaient toujours. C'était un dimanche spécial quand Édouard suggéra une promenade qui allait tout changer pour toujours.
Et si on faisait un tour dans le quartier aujourd'hui? Visiter quelques endroits qui ont été importants pour notre histoire. Martine et Isabelle acceptèrent sur le champ, curieuses de voir où Édouard voulait les emmener. Le premier arrêt fut l'école d'Isabelle. Même si c'était dimanche, elles se promenèrent dans la cour vide et Édouard observa la joie sur le visage de la fillette, alors qu'elle montrait où elle jouait, où se trouvait sa classe, où elle s'était fait ses premiers vrais amis. Le deuxième arrêt fut la boulangerie dorée. Bénédicte travaillait ce dimanche-là, et quand elle les vit arriver, elle afficha un immense sourire. « Madame Martine, quel plaisir de vous voir. Et comment va notre petite princesse ?» Isabelle courut embrasser Bénédicte, qui était devenue une sorte de grand-mère adoptive. La boulangerie était méconnaissable par rapport à ce lieu d'humiliation qu'elle avait été des mois auparavant. Il y avait des affiches expliquant le programme de dons, un espace spécial où les gens pouvaient prendre dignement des produits proches de la date de péremption et une atmosphère générale d'accueil. « Bénédicte, comment ça va ?» demanda Édouard. « Mieux que jamais, monsieur Mendes. Savez-vous combien de familles nous avons aidées depuis le début du programme? Plus de 200. Et le mieux, c'est que maintenant la boulangerie est connue dans le quartier comme un lieu d'espoir. Les gens viennent ici non seulement pour acheter du pain, mais parce qu'ils savent qu'ils seront bien traités. » Martine regardait autour d'elle, les larmes aux yeux. Le lieu qui avait un jour représenté sa plus grande humiliation était devenu le symbole de sa guérison et du pouvoir de la bonté humaine. Bénédicte apporta un petit gâteau au chocolat, exactement comme celui qu'Isabelle avait reçu le jour où Édouard l'avait aidé pour la première fois. « C'est un cadeau spécial pour notre petite fille spéciale. » Isabelle accepta le gâteau avec joie, mais avant de le manger, elle regarda sa mère. « Maman, je peux en garder un petit morceau pour le partager avec les enfants à l'école demain ?» Édouard et Martine se regardèrent, touchés par la générosité naturelle de la fillette. « Bien sûr, mon amour, tu peux en garder. » Le troisième et dernier arrêt de la promenade fut le plus émouvant de tous. Édouard les emmena dans un endroit qu'elle ne connaissait pas, un petit parc bien entretenu, avec des arbres touffus, des bancs en bois, et une aire de jeux colorés où quelques enfants jouaient. « Édouard, quel est cet endroit ?» demanda Martine. « C'est un endroit spécial, » répondit-il en se dirigeant vers un banc spécifique sous un grand arbre. « Ce banc a une histoire importante pour nous. » Isabelle courut vers le banc et s'assit, curieuse. « Quelle histoire, tonton Édouard ?» Édouard s'assit à côté d'elle et Martine de l'autre côté. Il y a exactement 1 an, sur ce banc, une mère très courageuse a chanté « Joyeux anniversaire » à sa fille. Il n'y avait pas de gâteau, pas de bougies, pas de belles fêtes, mais il y avait ce qui comptait le plus, un amour inconditionnel. Martine regarda autour d'elle, essayant de se souvenir, et soudain reconnut l'endroit. C'était le parc où elle s'était arrêtée sur le chemin du terrain vague cette nuit terrible, après l'humiliation à la boulangerie. Elle s'était assise sur ce même banc avec Isabelle sur ses genoux et avait essayé de faire en sorte que l'anniversaire de sa fille ne soit pas complètement oublié. « Je me souviens !» s'exclama Isabelle. « Maman m'a chanté « Joyeux anniversaire » ici, et on n'avait pas de gâteau, mais on avait de l'amour. » Édouard sourit, ému par le souvenir de la fillette. « Exactement. Et aujourd'hui, 1 an plus tard, vous êtes bien de retour ici. Mais maintenant, tout est différent. Maintenant, vous avez une maison, vous êtes en sécurité, vous avez une nouvelle vie, mais le plus important reste le même. Vous avez toujours de l'amour. » Martine pleurait, mais c'était des larmes de gratitude. « Édouard, comment connaissais-tu cet endroit? Je vous ai suivi cette nuit-là, tu te souviens? J'ai vu quand vous vous êtes arrêtés ici, je t'ai vu chanter pour elle. C'était l'un des moments les plus touchants de ma vie. J'ai pensé que ce serait beau que vous reveniez ici pour voir comment tout a changé. » Isabelle, qui écoutait tout avec attention, devint soudain sérieuse. « Tonton Édouard, je peux te dire quelque chose. Bien sûr, ma petite, tu peux tout me dire. Tu sais quel est mon endroit préféré au monde ?» Édouard et Martine prêtèrent une attention totale. « C'est là où il y a toi et maman avec moi. Peu importe si c'est à l'appartement, à l'école, à la boulangerie ou ici dans le parc. Mon endroit préféré, c'est là où on est ensemble, comme une vraie famille. » Les mots de la fillette touchèrent le cœur des 2 adultes, d'une manière qu'aucun d'eux n'attendait. Édouard sentit que c'était le moment de dire quelque chose qu'il gardait sur le cœur depuis des mois. « Isabelle, je peux te poser une question ?»« Oui. Qu'est-ce que tu veux le plus pour ton prochain anniversaire ?» La fillette réfléchit quelques secondes,
avec ce sérieux adorable des enfants, lorsqu'ils pensent à quelque chose d'important. Je veux que toi, moi et maman restions ensemble pour toujours. Que tu sois mon vrai papa et qu'on soit une famille pour toujours. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Édouard regarda Martine, qui avait les yeux humides, et y vit une confirmation silencieuse de ce qu'il ressentait aussi dans son cœur. « Tu sais, Isabelle, moi aussi je veux ça, plus que tout au monde. » Édouard se leva du banc et, à la surprise des deux, s'agenouilla devant elle. « Martine, ces derniers mois, toi et Isabelle êtes devenus le centre de ma vie. Vous m'avez appris ce qu'est le véritable amour, ce qu'est une vraie famille. Vous avez fait de moi une meilleure personne. Vous m'avez donné un but que je ne savais pas que je cherchais. » Martine retenait son souffle, réalisant où Édouard voulait en venir. « Je sais que notre histoire a commencé de manière inhabituelle. Je sais que tu peux penser que c'est trop tôt, ou que c'est de la gratitude, ou autre chose. Mais je veux que tu saches que ce que je ressens pour toi et pour Isabelle, c'est de l'amour véritable. Un amour qui grandit chaque jour, qui me donne envie de prendre soin de vous pour toujours. » Édouard sortit une petite boîte de sa poche. « Martine, acceptes-tu de m'épouser? Acceptes-tu de former officiellement une famille avec moi, pour qu'Isabelle puisse avoir le papa qu'elle mérite et pour que je puisse avoir la famille dont j'ai toujours rêvé ?» Martine regarda la boîte, puis Isabelle qui avait les yeux brillants de joie, et enfin Édouard. « Édouard, je n'aurais jamais pensé pouvoir être heureuse à nouveau. Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire confiance à quelqu'un à nouveau. Mais tu m'as montré que le véritable amour existe, qu'il y a des gens bien dans le monde, que nous méritons une seconde chance dans la vie. » Elle tendit sa main tremblante. « Oui, Édouard, j'accepte. J'accepte de former une famille avec toi. » Édouard lui passa la bague au doigt et Isabelle explosa de joie, sautant du banc et les serrant tous les deux dans ses bras. « Maintenant j'ai un papa. Maintenant on est une vraie famille. » Les autres familles dans le parc s'arrêtèrent pour observer cette scène touchante. Un homme, une femme et une fillette s'enlaçant sous un arbre, pleurant et riant en même temps, célébrant l'amour qui était né de la bonté et avait grandi dans l'espoir. Cette nuit-là, les trois rentrèrent à la maison, désormais officiellement la maison des trois, avec un bonheur qui semblait ne pas tenir dans leur poitrine. Isabelle n'arrêtait pas de regarder la bague de sa mère et de répéter qu'elle avait maintenant un vrai papa. Quand vint l'heure de coucher Isabelle, elle fit une demande spéciale. « Papa Édouard, tu peux me raconter une histoire ?» Édouard s'assit au bord du lit, s'habituant encore à ce nouveau et merveilleux titre. « Quel genre d'histoire veux-tu entendre ? Une histoire vraie. Notre histoire. Depuis le jour où tu nous as trouvés. » Édouard regarda Martine, qui était adossée à la porte de la chambre, souriant. Il était une fois une petite fille très spéciale et sa maman très courageuse, qui ont traversé des moments très difficiles. Mais elles n'ont jamais abandonné l'une l'autre, n'ont jamais cessé de s'aimer, n'ont jamais perdu l'espoir que des jours meilleurs viendraient. Un jour, dans une boulangerie, un homme a vu à quel point elles étaient spéciales, même quand d'autres personnes ne pouvaient pas le voir. Et cet homme a décidé qu'il voulait faire partie de leur histoire. Les mois suivants, ils ont découvert que l'amour ne se résume pas au sang ou au fait de se connaître depuis toujours. L'amour, c'est choisir de prendre soin, de choisir d'être présent, de choisir de construire quelque chose de beau ensemble. Et tu sais comment se termine cette histoire, Isabelle ? La fillette secoua la tête, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Elle se termine par eux vivant heureux pour toujours, parce que maintenant, ils savent que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui naissent ensemble, c'est ceux qui choisissent de rester ensemble. Isabelle sourit, satisfaite de la fin de l'histoire. Papa Édouard, c'est la meilleure histoire du monde. Édouard lui embrassa le front. C'est vrai, ma petite, et le meilleur, c'est que cette histoire est réelle, et nous la vivons tous les jours. Quand Isabelle s'endormit, Édouard et Martine s'assirent dans le salon, digérant encore tout ce qui s'était passé en cette journée extraordinaire. « Édouard, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Une famille instantanée, une femme avec un passé compliqué, une si grande responsabilité ?» Édouard prit ses mains et les embrassa une par une. « Martine, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Vous deux, vous êtes la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Peu importe le passé, peu importe les défis qui peuvent survenir.
Nous affronterons tout ensemble, en famille. 6 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple mais émouvante, Édouard et Martine se marièrent. Isabelle était la demoiselle d'honneur, radieuse dans une robe rose qu'elle avait elle-même choisie. Bénédicte et Madame Sonia étaient parmi les invités, ainsi que les collègues de travail de Martine et quelques clients spéciaux des boulangeries qui avaient été touchés par l'histoire de transformation de l'entreprise. Maître Moreau, l'avocate qui avait obtenu la mesure de protection, était également présente, émue de voir comment cette famille s'était épanouie. Pendant la cérémonie, au moment des vœux, Édouard regarda Martine et dit « Je promets de vous aimer et de vous protéger toutes les deux pour le reste de ma vie. Je promets d'être le père qu'Isabelle mérite et le mari que tu mérites. Je promets que notre maison sera toujours un lieu d'amour, de respect et de seconde chance. » Martine, à son tour, dit « Édouard, tu m'as appris que le véritable amour existe, que nous méritons d'être heureux, que notre histoire ne se termine pas là où nous pensions qu'elle s'était terminée, mais qu'elle recommence là où nous choisissons qu'elle recommence. Je promets de t'aimer, de te soutenir et de construire avec toi la plus belle famille du monde. » Lorsque le maire les déclara mari et femme, Isabelle cria de joie. « Maintenant, nous sommes une famille officielle. » La fête fut simple, mais pleine de joie. La boulangerie dorée fournit le gâteau, un gâteau au chocolat de 3 étages, spécialement préparé par Bénédicte avec tout son amour. Au moment de le couper, Isabelle demanda à être celle qui donnerait la première part à chaque personne présente. « C'est important de partager le bonheur, » expliqua-t-elle avec sa sagesse d'enfant. 1 an après la cérémonie, la famille s'était complètement installée dans sa nouvelle vie. Édouard avait promu Martine au poste de superviseur administrative, reconnaissant non seulement sa compétence, mais aussi son leadership naturel. Elle était devenue une référence dans l'entreprise pour les employés traversant des difficultés personnelles. Isabelle était en 2e année de primaire, l'une des meilleures élèves de sa classe, et avait développé un projet spécial à l'école, collecter des livres d'occasion pour les enfants qui n'avaient pas accès à la lecture à la maison. L'idée lui était venue en se souvenant du temps où elle n'avait rien à lire. Un dimanche après-midi, les 3 retournèrent au parc où Édouard avait demandé Martine en mariage. C'était une tradition qu'ils avaient développée. Chaque mois, ils s'y rendaient pour se souvenir d'où tout avait commencé et pour être reconnaissants du chemin parcouru. Assis sur le même banc, ils observaient Isabelle jouer avec d'autres enfants sur l'aire de jeu. Martine posa sa tête sur l'épaule d'Édouard. « Parfois, je me réveille le matin et j'ai peur que tout cela ne soit qu'un rêve. » Édouard lui embrassa le sommet de la tête. « Ce n'est pas un rêve, mon amour. C'est réel. C'est notre vie. C'est notre famille. » Isabelle accourut vers eux, essoufflée par le jeu. « Papa, maman, vous avez vu, j'ai aidé un garçon qui pleurait parce qu'il n'arrivait pas à monter sur le toboggan. Maintenant, c'est mon ami. » Édouard la prit dans ses bras. « Tu aides toujours les autres, n'est-ce pas, ma petite ?» Elle hocha la tête avec conviction. « Toi et maman m'avaient appris qu'aider les autres, c'est la chose la plus importante au monde. Et que quand on aide, on est heureux aussi. » À ce moment, Édouard réalisa que le cycle était complet. Ils avaient commencé avec lui, aidant Martine et Isabelle, mais à la fin, elle l'avait aussi aidé. Ils s'étaient sauvés mutuellement. Ils avaient construit ensemble quelque chose de beau et de durable. En rentrant chez eux cet après-midi-là, ils passèrent devant la boulangerie dorée. Bénédicte leur fit un signe de la main par la fenêtre et ils lui répondirent. Le lieu qui avait été autrefois le théâtre de l'humiliation était maintenant un symbole d'espoir et de nouveau départ. Ils passèrent devant l'ancienne école d'Isabelle, où elle avait fait ses premiers pas vers l'avenir. Ils passèrent devant l'immeuble où ils vivaient, qui était devenu bien plus qu'un appartement. C'était leur foyer, leur refuge, le centre de leur monde. Cette nuit-là, pendant le dîner, Isabelle fit un commentaire qui résumait parfaitement tout ce qu'ils avaient vécu. « Tu sais, papa, je réfléchissais. On est comme dans les livres d'histoire que la maîtresse nous lit. Au début, les choses étaient difficiles, puis il y a eu des défis. Mais à la fin, tout le monde était heureux et a appris des choses importantes. » Édouard sourit. « Et quelles choses importantes avons-nous apprises, ma petite ? Que l'amour est plus fort que tout ce qui est mauvais, qu'il y a toujours des gens bien dans le monde, même quand on dirait qu'il n'y en a pas. Et que la famille, ce sont ceux qui prennent soin de nous et qui sont toujours à nos côtés. » Martine essuya une larme qui insistait pour couler.
et que tout le monde mérite une seconde chance, compléta-t-elle. Édouard prit leurs mains, et que quand on ouvre son cœur pour aider les autres, on s'aide aussi soi-même. Vous deux, vous m'avez appris que le vrai bonheur vient d'aimer et d'être aimé, d'avoir un but, de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Cette nuit-là, après qu'Isabelle se fût endormie, Édouard et Martine restèrent dans le salon à parler de l'avenir. Ils avaient des projets pour étendre le programme de responsabilité sociale des boulangeries, pour aider plus de familles en situation de vulnérabilité, pour transformer leur histoire personnelle en une source d'inspiration pour d'autres. 2 ans plus tard, ils firent exactement cela. Ils créèrent l'Institut Nouvel Horizon, qui offrait non seulement de la nourriture aux familles dans le besoin, mais aussi un soutien juridique, des formations professionnelles, une aide pour les papiers et un suivi psychologique. L'histoire de Martine, Édouard et Isabelle devint connue dans la communauté comme un exemple qu'il est possible de recommencer, que l'amour peut naître dans les circonstances les plus inattendues, que la bonté existe encore dans le monde. Et tous les soirs, lorsqu'ils se réunissaient pour le dîner dans leur maison pleine d'amour, ils se regardaient et savaient qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Une famille construite non seulement sur le sang, mais sur le choix quotidien d'aimer, de protéger et de prendre soin les uns des autres. Isabelle grandit en sachant qu'elle avait été aimée depuis toujours, qu'elle avait été désirée et choisie. Édouard et Martine vieillirent ensemble, construisant des souvenirs et affrontant les défis côte à côte, et tous portaient dans leur cœur la certitude d'avoir participé à un miracle, la transformation de 3 vies par le pouvoir de l'amour inconditionnel. Parce que parfois, ce qui semble être la fin de l'histoire n'est en réalité que le début d'un nouveau voyage. Et parfois, les bonnes personnes apparaissent exactement au moment où nous en avons le plus besoin, pour nous montrer qu'il vaut la peine de croire en la bonté humaine et en la possibilité de recommencer. Chers auditeurs, le parcours d'Édouard, Martine et Isabelle nous enseigne que le véritable amour peut naître dans les endroits les plus inattendus et transformer des vies de manière inimaginable. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous avez été ému par le courage de Martine, la bonté d'Édouard et la pureté d'Isabelle, laissez votre pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué, quel enseignement vous emporterez dans votre vie. Chaque jour, nous vous proposons des histoires comme celle-ci, qui révèlent la force de l'amour humain et nous rappellent qu'il est toujours possible de recommencer. Votre présence ici est très importante pour nous, et nous avons hâte de partager la prochaine histoire qui touchera vos émotions. Nous vous attendons demain pour un nouvel épisode rempli de drames, d'émotions et d'espoir.